Le président de la République a échangé aujourd'hui avec le prince héritier Salman Ben Abdel Aziz Al Saoud au palais royal de Riyad. Un déjeuner a aussi été offert en l'honneur du chef de l'État ivoirien qui est au deuxième jour de sa visite officielle en Arabie Saoudite à l'invitation du roi Abdallah Ben Abdel Aziz Al Saoud. La Banque mondiale débloque 70 millions de dollars américains, soit plus de 35 milliards de francs CFA pour la Côte d'Ivoire. Ce fonds devrait permettre d'appuyer la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté ainsi que le renforcement du système sanitaire. L'anémie gagne du terrain en Côte d'Ivoire. C'est une maladie caractérisée par un manque de globules rouges dans le sang. Les cas sont légion dans le pays. Pourtant, la banque de sang, à savoir le Centre national de transfusion sanguine d'Abidjan, n'est pas suffisamment alimentée. Et nous ferons le point dans ce journal. Bonsoir et bienvenue dans ce 23h sur RTI 1. Deuxième jour de la visite officielle du président de la République Alassane Ouattara en Arabie Saoudite. Le chef de l'État a été reçu aujourd'hui par le prince héritier Salman Ben Abdelaziz Al Saoud au palais royal de Riyad. Il a été question lors des discussions du renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite. Awa Touré. Au palais royal de Riyad, le président de la République Alassane Ouattara a été accueilli par le prince héritier Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense. À la grande salle des réceptions des invités de marque, le chef de l'État a été salué par tous les membres de la famille royale, les membres du gouvernement, tous les hauts dignitaires du royaume, les responsables des grandes familles alliées du royaume et les parlementaires. Tous lui ont rendu les honneurs dus à son rang. Après ce somptueux accueil et au nom du roi Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud, serviteur des deux saintes mosquées, un déjeuner a été offert en l'honneur du président de la République Alassane Ouattara par le prince héritier Salman Ben Abdelaziz Al Saoud avant l'entretien élargi aux délégations autour de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite. Coopération qui est appelée à se développer avec la signature prochaine de plusieurs accords de coopération. Au cours de leur tête-à-tête, le prince héritier et le chef de l'État se sont félicités de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite. Le prince héritier, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense, a salué la présence du président Alassane Ouattara dans son royaume. Il a souligné que la stabilité est la clé du développement et pour lui, la paix étant revenue en Côte d'Ivoire, la coopération entre les deux États est appelée à se diversifier et à se développer. Le président de la République Alassane Ouattara est lui revenu sur l'histoire des relations diplomatiques établies en 1993 lorsque lui-même était Premier ministre du président Félix Houphouët-Boigny. Celles-ci se sont concrétisées par l'ouverture d'une représentation de la Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite et celle de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a également appelé au développement de la coopération par un appui du gouvernement saoudien pour le financement de certains projets d'intérêt socio-économique, notamment l'Université de Bondoukou, le Centre hospitalier d'Abobo, le Centre international de conférences, la route Ferke-Kong-Bouna, le soutien à la lutte contre Ebola ainsi que l'achèvement de la mosquée du plateau. Et dans la capitale économique ivoirienne, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu deux personnalités à la primature. D'abord, l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, son Excellence M. Dinesh Bhatia. Ensuite, Amara Bamba, directeur général Afrique francophone Hoffman Laroche. Au cœur des échanges, les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire et l'aide humanitaire dans le domaine de la santé. Sidonie Davila. Dinesh Bhatia, ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, en tête-à-tête avec le Premier ministre pour discuter des opportunités d'affaires entre la Côte d'Ivoire et l'Inde qui se concrétisent par l'arrivée d'une forte délégation. Le Premier ministre a effectué une visite officielle à Delhi le mois dernier. Donc il a eu l'opportunité de rencontrer en tout cas de très grandes entreprises. Donc après sa visite officielle, il avait proposé déjà aux entreprises qu'il a rencontrées en Inde d'effectuer une visite en Côte d'Ivoire pour voir les opportunités d'affaires qu'il y a en Côte d'Ivoire.
Donc c'est pour répondre à l'invitation du Premier ministre que 13 entreprises indiennes ont décidé d'effectuer une visite en Côte d'Ivoire et 13 entreprises composées de 20 personnes. À la suite de l'ambassadeur de l'Inde, le directeur général Afrique francophone de Hoffmann-La Roche, une entreprise pharmaceutique suisse, a été également reçu par Daniel Cablon-Duncan. Les échanges entre Amara Bamba et le Premier ministre étaient axés sur la signature très prochaine de 2 protocoles d'accord. Ces protocoles vont permettre une meilleure prise en charge des patients souffrant de cancer du sein et ceux souffrant de l'hépatite virale. Nous sommes venus discuter avec le Premier ministre de certains détails pratiques, mais déjà avec le ministère de la Santé, Madame la ministre de la Santé et les équipes du Premier ministre, nous sommes déjà aux étapes suivantes qui concernent les investissements qui vont être faits en Côte d'Ivoire par le groupe Hoffmann-La Roche. Numéro 1 mondial dans les médicaments contre le cancer, le groupe est déjà présent dans plus de 20 pays africains. Direction l'Assemblée nationale, le ministre chargé du budget est aujourd'hui face à la Commission des affaires économiques et financières du Parlement en vue de faire adopter le budget 2015 qui s'équilibre en dépenses et en recettes à plus de 5 000 milliards de francs CFA. Ce projet de loi de finances pour l'année 2015 a été élaboré pour permettre au gouvernement de poursuivre la mise en œuvre de sa politique de développement économique et social déclinée dans le plan national de développement 2012-2015. Avant l'adoption du budget 2015, le budget de règlement de l'année 2013 a été voté. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La Banque mondiale vient d'octroyer 70 millions de dollars américains, soit plus de 35 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Ce montant va servir à soutenir la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et plus particulièrement à renforcer le système sanitaire. Jean-Louis Gbangbo, Jean-Jacques Kwame. C'est un autre coup de fouet à la coopération entre le gouvernement et le groupe de la Banque mondiale. L'institution de Bretton Woods vient en effet de renouveler son appui au renforcement de la gouvernance et de la transparence dans le secteur productif de l'économie à travers la signature du 2e crédit d'appui à la stratégie de réduction de la pauvreté portant sur un montant de plus de 35 milliards de francs CFA. Cette opération d'appui budgétaire vient en soutien au programme de développement durable en Côte d'Ivoire. Les ressources au titre de cette opération serviront à renforcer les réformes dans les secteurs clés de l'économie, notamment l'amélioration de la gestion des finances publiques, la restructuration de la filière agricole, l'assainissement du secteur de l'énergie et l'environnement légal des affaires, ainsi que la création d'emplois et l'accès des populations les plus pauvres aux services sociaux de base. L'objectif principal est de réduire l'extrême pauvreté et de créer les conditions d'une prospérité durable et partagée. Le gouvernement prendra toutes les dispositions utiles pour une utilisation optimale de ces ressources. Mieux, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour assurer le suivi dans l'exécution des mesures qui ont abouti donc au décaissement de ce jour à travers une concertation participative avec les ministères et structures concernées. Tout en saluant la bonne tenue des relations entre l'État de Côte d'Ivoire et le groupe de la Banque mondiale, la ministre chargée de l'économie, Kabaliale, a lancé un appel aux autres bailleurs de fonds afin que leurs appuis soient accentués en vue de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Plus de raquettes en Côte d'Ivoire. L'unité de lutte contre le racket a lancé aujourd'hui une caravane de sensibilisation dénommée Zéro Racket Focus 2015. Elle vise à expliquer aux policiers et aux gendarmes les nouveaux enjeux de la lutte contre le racket. À terme, l'UCLR entend parvenir à 0 cas de racket sur les routes ivoiriennes en 2015. La caravane va prendre fin le 19 décembre prochain. Le reportage est signé Mahamadou Traoré et Frédéric Oulaï avec le commentaire d'Adama Koni. Rassemblement des agents de police du district de Cocody ce lundi matin sur l'esplanade du commissariat de police du 8e arrondissement. Face à eux, le commandant de l'unité de lutte contre le racket. Il vient expliquer les nouveaux enjeux de la lutte contre le racket. Ce, afin de faire des policiers des acteurs majeurs de la performance de l'économie ivoirienne. Le commandant Alain Oura leur explique l'impact négatif du racket sur le classement Doing Business dans son volet facilitation du commerce transfrontalier et sur le programme Millennium Challenge Corporation qui contrôle le niveau de corruption dans les pays.
Afin de mettre fin à cette pratique sur les routes ivoiriennes, le commandant de l'unité invite les policiers au respect de l'éthique et de la déontologie. Prévu s'achever le 30 mai 2015, cette campagne de sensibilisation concerne les villes d'Abidjan, Bouaké, San Pedro et Daloa. Objectif pour l'unité, sensibiliser 100% des agents de police, gendarmerie, douane, eaux et forêts ainsi que l'armée. Selon la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire perdait 350 milliards de francs CFA par an du fait du racket, montant en baisse de 14% depuis la prise de certaines mesures par le gouvernement, dont l'installation d'une unité de lutte contre le racket. Et toujours en économie, l'agence de notation financière Bloomfield Investment vient d'attribuer un A et un A1- au port autonome d'Abidjan, respectivement dans les catégories de valeur long terme et court terme. Le PAA présente donc des perspectives financières positives et stables susceptibles de séduire d'éventuels investisseurs sur les marchés à capitaux. Ces notes en nette progression viennent renforcer la pratique de la bonne gouvernance à laquelle adhère la direction de l'institution. Ali Diarasouba. Les indicateurs de la gestion financière du port autonome d'Abidjan sont au vert. L'institution vient d'obtenir un A dans la catégorie des valeurs long terme et un A1- dans la catégorie court terme. Note attribuée par l'agence de notation financière Bloomfield Investment qui renforce ainsi la crédibilité du port autonome d'Abidjan. Cette performance est le résultat d'une amélioration considérable de la rentabilité opérationnelle et un maintien du bon niveau du résultat net. Nous irons vers des institutions financières, des établissements financiers. Aussi faut-il que nous présentons la meilleure image possible, que nos fondamentaux soient irréprochables. Et il s'agit justement, à travers des efforts qui sont faits en termes de gestion, de faire en sorte que la dotation reflète un peu notre état réel. Pour atteindre son objectif, le port autonome d'Abidjan compte sur un plan de renforcement et de développement de ses infrastructures d'un montant global de 800 milliards de francs CFA, dont les 60% sont déjà acquis. L'enjeu est d'accroître la compétitivité du port dans la sous-région et devenir ainsi le troisième hub port sur la façade atlantique après ceux de Tanger et de Durban. Une vision managériale approuvée par le ministre des Transports, Gaoussou Touré. C'est très important qu'on puisse faire aujourd'hui la notation financière qui permet, lorsqu'on a une bonne note, de démontrer au monde entier que l'entreprise bénéficie d'une bonne gouvernance. Et la gouvernance aujourd'hui est un élément clé de la politique générale gouvernementale. L'agence de notation a également relevé des facteurs qui pourraient être préjudiciables aux objectifs du port autonome d'Abidjan, notamment le lien étroit entre le développement de ses activités et l'environnement sécuritaire encore fragile. Le passage au numérique en Côte d'Ivoire, c'est pour le 17 juin 2015. Le ministre de la Poste, des Technologies de l'Information et de la Communication, Bruno Nabagné-Koné, en a donné l'assurance. C'était au cours de l'ouverture du 5e forum sur la normalisation tenu ce matin à la maison de l'entreprise au Plateau. Issa Yeo, Hermaniamier. Harmoniser les points de vue sur la régulation de la télévision numérique terrestre. Objectif principal de la 5e édition du forum sur la normalisation qui se tient à la maison de l'entreprise au Plateau. Il a pour thème télévision numérique, défis et enjeux de la régulation en environnement convergent. Il s'agit au cours de ce forum d'informer et de sensibiliser les populations, les entreprises et médias sur la stratégie de la migration vers la télévision numérique terrestre TNT. La télévision numérique terrestre, connue aussi sous le sigle TNT, est une évolution technologique qui permet d'optimiser l'usage de la ressource spectrale par un accroissement du nombre de chaînes de télévision par bande de fréquence, d'obtenir une meilleure qualité d'image et de son et de réduire les coûts de transmission et les coûts de la diffusion des programmes télévisuels. Le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle AK, Ibrahim Sissavané, plaide pour que les échanges entre les différentes entités du domaine soient fréquents. La conférence de presse animée en marge de la cérémonie officielle par le ministre de la Poste, des Technologies de l'Information et de la Communication a été l'occasion pour lui de rassurer la population. La Côte d'Ivoire respectera le délai du basculement au numérique prévu pour le 17 juin 2015 et relèvera également le défi de la libéralisation. Nous avons certes pris du retard, mais nous sommes encore en mesure
de rattraper ce retard-là pour faire en sorte que le 17 juin 2015, il y ait un signal numérique, au moins sur une partie de la Côte d'Ivoire. Cette migration qui va se faire probablement en enlevant à RTI une partie de son patrimoine et une partie de son activité, nous allons faire en sorte que cela n'ait pas d'impact négatif sur l'activité de la RTI. Le passage de l'analogique au numérique va coûter à l'État ivoirien 25 milliards de francs CFA. Et pour réussir cette migration, l'une des mesures prises par l'État est l'interdiction de l'importation des postes téléviseurs analogiques. Le quotidien Fraternité Matin a 50 ans d'information au quotidien depuis sa création en 1964. Un parcours parfois difficile. Et d'ailleurs, les défis sont toujours nombreux au regard du parcours sociopolitique de la Côte d'Ivoire, mais aussi de l'évolution mondiale du secteur des médias. Quels sont ces défis? Christelle Menon nous parle des challenges rencontrés par le quotidien en 50 ans d'information. C'est un cinquantenaire, mais une énième naissance ainsi célébrée, tant le quotidien a dû se réinventer à chaque nouveau challenge. Né en 1964, son premier défi a été de se positionner comme le quotidien de la nation, désormais indépendante, le journal des Ivoiriens. L'idée est partie du président Félix Houphouët-Boigny. Auparavant, il y avait un journal qui s'appelait Abidjan Matin, mais qui était le journal fait par les colons. Il a estimé qu'il était normal que notre pays ait son propre quotidien. Pendant 23 années, qu'on pourrait décrire comme les 30 glorieuses ivoiriennes, Fraternité Matin reste l'unique tam-tam parleur des Ivoiriens. Mais les dirigeants de l'époque ne s'en satisfont pas. Arrive dans les kiosques en 1987 un autre quotidien, Ivoire Soir, avec des objectifs bien définis. Il m'a donc été demandé de réussir à vendre au minimum 16 000 exemplaires. Au lieu de 16 000 exemplaires, on vendait 60 000. On a atteint même un pic de 80 à 90 000 exemplaires. Avec Ivoire Soir sur le présentoir de Fraternité Matin, deux autres magazines, Fraternité Hebdo et Ivoire Dimanche. Puis arrive l'année 1990, le plus périlleux des défis remportés par Fratmat, l'arrivée du multipartisme et son corollaire, le pluralisme d'expression. Les 6 années qui suivent, Fratmat affronte près de 187 titres réguliers ou ponctuels. Chaque parti se devait d'avoir son ou ses journaux. Et Fraternité Matin, qui était censé être le journal du pouvoir, était l'ennemi à battre. Fraternité Matin a tenu. L'an 2000 sonne le glas d'Ivoire Soir quand 2004 accouche de Fratmat Édition. Le groupe Fraternité Matin veut développer les activités d'édition prévues dans son statut. C'est l'édition de beaucoup plus de titres, c'est être présent par des actions concrètes au cours des salons du livre, des foires, etc. L'évolution de Fraternité Matin semble calquée sur la vie sociopolitique ivoirienne, mais également sur celle en cours dans le monde, en particulier des TIC. Certains annoncent pour bientôt la mort du journal papier. Le quotidien en a conscience. Depuis 10 ans déjà, Fratmat s'est mis à l'heure d'Internet. Une équipe de 30 journalistes alimente aujourd'hui fratmat.info qui cumule en un semestre plus d'1 million de visiteurs uniques. C'est le journal de demain. Nous avons anticipé les choses en créant donc ce portail, ce Fratmat numérique. Média d'État, oui, mais le quotidien tient surtout son mérite à la crédibilité des écrits qui lui valent aujourd'hui la place de premier quotidien ivoirien. 50 ans d'information, 50 ans de challenge quotidien. Rendons-nous dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Boisflé. On y découvre le nouveau pont de la ville dont les travaux ont été achevés. L'ouvrage attend d'être mis en service. Et les travaux avaient été lancés par le chef de l'État en septembre 2012. Le pont de Boisflé, long de 124 mètres, va permettre d'accroître la fluidité du trafic routier entre le chef-lieu Boisflé et les autres régions du pays. En plus de ce pont, Boisflé bénéficie de 6 km de voirie totalement rénovée, des ouvrages dont le coût est estimé à 7 milliards de francs CFA. Je vous propose de suivre le grand format de la rédaction proposé par Abou Sanogo. Hier, une promesse de campagne, aujourd'hui un souffle nouveau pour Boisflé. Le président de la République, Alassane Ouattara, vient de donner vie à ce qui a été un espoir pendant 57 ans. Boisflé a enfin son pont. C'est un coup de fouet que le chef de l'État vient de redonner à l'économie de la région. Aujourd'hui, avec ce pont, notre ville sera connue, notre ville sera beaucoup plus fréquentée et avec son économie qui va prendre vraiment une autre allure. Voici ce qui servait de pont jusque-là et qui va encore jouer ce rôle, en tout cas jusqu'à la mise en service du nouveau nid. Cet ouvrage qui date de 1957 ne répond plus à aucune norme. Ceci n'est plus un pont, même s'il y ressemble. Juste un assemblage de ferraille et d'autres matériaux qui relient deux rives d'un point d'eau.
C'est plutôt un danger que courent chaque jour et à leur corps défendant les usagers. Plus qu'une voie utilisée dans les deux sens, Tablier ayant visiblement souffert le martyre toutes ces années sous le poids de véhicules surchargés et au type de camions, parapets rouillés et endommagés par endroits. On le voit, le temps a eu raison de l'ouvrage. On ne peut pas marcher dessus et c'était une seule voie. Si la voiture provient de Dalois, tu veux dire de garer pour attendre les autres. Et souvent quand vous forcez le passage, il y a des accidents graves. Quand il y a un camion qui est en panne là-dessus, nous sommes obligés de garer jusqu'à la gendarmerie haute là-bas. Donc ça bloque la circulation, on n'arrive pas à circuler comme il se doit. Ça a commencé à dégrader même actuellement, c'est cassé encore. Alors on a les 1000 problèmes, ça casse nos lampes, ressort tout ça là. Fini donc le calvaire des automobilistes. Ils passeront bientôt du cauchemar à la réalisation de leur plus beau rêve. Dans quelques semaines seulement, ils pourront désormais traverser le fleuve Bandama sur un pont sécurisé. Le nouveau pont de Boisflé est un pont à poutre en béton précantin qui fait 124 mètres de long. Il a une largeur totale de 10 mètres, dont 7,50 mètres pour la voie de circulation et 1,25 m de trottoir de part et d'autre. Donc c'est un pont qui a 4 travées indépendantes de 31 mètres chacune. Les fondations sont donc en pieux, qui sont reliées par une semelle de liaison et sur lesquelles on a fait 2 élévations en fût. Et sous les élévations, il y a des chevêtres, les appareils d'appui et le tablier. Le pont est fin prêt, les travaux sont achevés à 100%. Le pont lui-même, ainsi que ses voies d'accès, les protections, l'éclairage public et la signalisation, tant horizontale que verticale. Avec la réalisation de ce pont, ce sont la fluidité routière et les transactions commerciales qui seront facilitées. Il va aussi améliorer la circulation des personnes et des biens. L'ouverture prochaine du pont viendra également mettre fin à ces longues files d'attente de véhicules pour la traversée. Le processus de désenclavement de la région de la Marawi est en marche. Nous sommes contents de ce que ce pont que le président vient de nous offrir soit réalisé. Ça va nous désenclaver. Ce pont va porter le développement. Ce pont va permettre aux camions de transporter les vivres à Boisflé, à Abidjan et dans toute la Côte d'Ivoire. C'est le pont, on peut dire, c'est Diaou. Puis si ça vient d'Ibéria, ça passe là. Ça vient Guinée, ça passe là. Ça vient Mans, ça passe là. Ces ponts-là nous donnent 3 voies maintenant. Pour les populations, ce projet représente une bouffée d'oxygène. Grâce au chef de l'État, leur région va se remettre sur la voie du développement. Moi-même, je marche là et puis je m'en vais au champ. Si tu es bagarre sur ta tête là, tu viens là. Dis, gros camion vient, ça balance même. On a fait notre route là. Je suis content même. Ça va arranger beaucoup la circulation qui était vraiment en danger. Et c'est beaucoup important que ça soit changé. Aujourd'hui, nos produits vont circuler normalement. Nous allons sortir pour apporter à manger à la population de la Côte d'Ivoire. Ce pont, c'est l'émergence. C'est l'émergence de Boisflé sur tous les plans. Qu'en sera-t-il de l'ancien pont après la mise en service du tout nouveau? Il sera réhabilité et servira aux 2 roues et aux piétons. Cela permettra aussi de décharger le nouveau pont. C'est-à-dire tous les 2 roues et tous les piétons pourront l'emprunter. Mais la réhabilitation de l'ancien pont est tributaire de la mise en service du nouveau. En plus d'allier utilité et beauté, le pont de Boisflé offre à la ville un visage agréable. Pour le maintien de cet impact architectural, l'entretien de l'ouvrage s'avère indispensable. Nous avons fait l'accès au pont, c'est des remblais, il y a des talus, et ces talus sont engazonnés. Donc il faudra bien sûr, de temps en temps, venir faire l'entretien au niveau du talus pour que ça ne ressemble pas à une broussaille. Ça va contribuer à protéger l'accès au pont des 2 côtés. En plus de ce pont, la ville de Boisflé a également bénéficié de 6 km de voirie entièrement rénovée. L'ensemble de ces ouvrages a coûté environ 7 milliards de francs CFA. Lancés en septembre 2012 par le président de la République Alassane Ouattara, les travaux ont duré 2 ans. Des travaux grâce auxquels Boisflé rime avec développement. Boisflé respire déjà l'air frais de l'émergence. L'anémie est une maladie caractérisée par un manque de globules rouges dans le sang. Les cas sont légion en Côte d'Ivoire et pour venir à bout de cette pathologie, il est nécessaire de transfuser du sang aux patients. Seulement, cette substance manque terriblement au Centre national de transfusion sanguine d'Abidjan. Et pour connaître les causes de cette pénurie dans notre banque de sang, nos reporters ont investi pour vous le terrain. Suivez ce reportage. Matière non fabricable. Le sang est une substance précieuse et vitale.
En vue d'une meilleure organisation de sa collecte et de sa vente, 25 structures d'antennes de transfusion sont réparties sur l'ensemble du territoire. Mais constat, ces structures font face à une pénurie. Ça me fait 4 jours que je cherche du sang, je n'en gagne pas. Et vous voyez, vous faites le rang à 4 h du matin, jusqu'au soir, on ne vous donne rien. Si tout le monde se motivait pour faire un don de sang, ça ne pouvait pas arriver comme ça. En fait, ce n'est pas tout à fait normal parce que, en fait, pour donner du sang, c'est pour sauver une vie. Le sang manque dans les structures de transfusion, selon le directeur du Centre national de transfusion sanguine. Les donneurs se font de plus en plus rares. La pénurie n'est pas sur toute l'année. Vous avez des périodes, surtout la période des vacances. À près de 60%, ce sont les élèves étudiants qui sont nos donneurs de sang, près de 60%. Donc vous voyez qu'en période de vacances, il y a des difficultés. Quand il pleut pour nous, ce n'est pas bon pour un centre de transfusion parce que le donneur ne viendra pas. Quand il y a trop de jours fériés, ce n'est pas bon pour un centre de transfusion parce que le jour férié, le donneur ne vient pas, mais le malade il vient chercher le sang. Pour sauver des vies, un appel est lancé aux donneurs potentiels. Je tiens à dire à la population que le ministère de la Santé seul ne pourra pas faire l'autosuffisance en Côte d'Ivoire, ni le directeur du centre de transfusion, mais c'est ensemble, c'est toute la population, les habitants de ce pays, ivoiriens, non ivoiriens, chacun peut donner du sang. La Côte d'Ivoire dispose de 3 centres de transfusion sanguine, 17 antennes de transfusion et 5 sites de prélèvement. Ce sont 140 000 prélèvements qui sont enregistrés par an. Les structures d'antennes de transfusion sanguine affichent un objectif, atteindre le chiffre de 200 000 prélèvements annuels afin de prendre leur indépendance et être capable de satisfaire la forte demande en sang. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable veut mettre en œuvre une stratégie et un plan d'action nationaux pour la diversité biologique. Il organise ce 8 décembre avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement un atelier national de formation sur l'évaluation des biens et services fournis par les écosystèmes. Cet atelier a pour objectif de contribuer efficacement à relever les défis de la sauvegarde de la biodiversité. Grâce Kando, Estelle Brou. Préserver l'environnement, notamment les services d'origine écosystémique. 60% de ces services sont en état de dégradation selon une étude menée par des experts. Une situation qui entrave la lutte contre la pauvreté et la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Alors, pour remédier à la situation, un atelier national de formation sur l'évaluation des biens et services fournis par les écosystèmes est organisé. L'initiative est du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Le développement de l'expertise et la pratique de l'évaluation des services écologiques est une condition nécessaire à l'évaluation de la décision publique. Il s'agit d'un atelier qui essaie de voir quelle est la contribution des ressources naturelles, des services écosystémiques dans le programme national de développement. On va essayer de développer des outils et méthodologies qui permettent aux participants à l'atelier de connaître la contribution des forêts, des ressources halieutiques dans le produit national brut. Cette rencontre va permettre d'avoir des éléments de base sur les méthodes d'identification et d'évaluation des services écosystémiques. Vous savez qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont en voie de disparition et cela est très dangereux pour l'équilibre de l'environnement. Donc cette formation va nous aider dans notre activité à préserver la biodiversité. L'atelier dure 3 jours et sera meublé par plusieurs communications et débats. À l'étranger, en Tunisie, le second tour de la présidentielle opposera le 21 décembre prochain le président sortant Monsef Marzouki au chef du parti Nida Tounes Beji Caïd Essebsi. L'annonce a été faite aujourd'hui par l'instance chargée d'organiser le scrutin. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur RTI 1.